Alors, je suis Lionel Lapierre, enseignant-chercheur au LIRM, et nous avons monté avec un collègue en particulier, David Andreu, ce projet de robotique d'exploration karstique que nous avons voulu construire comme un projet qu'on pourrait considérer comme global, c'est-à-dire qu'il puisse remplir les différentes fonctions qu'un bon projet doit avoir, c'est-à-dire un bon projet de recherche, c'est-à-dire être riche du point de vue des perspectives scientifiques qu'il ouvre, et avoir un impact sociétal indéniable pour arriver à lever des fonds, intéresser nos collègues chercheurs. Et de là est née cette histoire du projet de robotique d'exploration karstique que nous avons développé au début avec aussi Hervé Jourde d'Hydrosciences Montpellier. Donc cette robotique d'exploration karstique, ça présente l'avantage d'être, du point de vue de la robotique, quelque chose qui présente des enjeux considérables, non seulement du point de vue de la robotique, mais aussi en termes de capteurs, en termes de modélisation, en termes de maîtrise logistique de l'expérimentation. Et donc on a, grâce finalement à la déclinaison de tout ce que ça impacte en termes scientifiques sur le projet, on est arrivé à définir des thématiques scientifiques sur lesquelles nous, chercheurs, on travaille pour arriver à faire notre science et à avancer dans le domaine. Il se trouve que cet environnement karstique présente aussi des enjeux considérables en termes de gestion de ressources. Une bonne partie du territoire, non seulement national, en région nationale, européenne, voire mondiale, partage ces caractéristiques, sur tous les plateaux calcaires, d'environnements karstiques dans lesquels les ressources en eau sont cachées et il faut aller y puiser. Le problème, c'est d'aller caractériser ces ressources en eau. Les plongeurs sont des gens qui repoussent les limites, parfois jusqu'à des endroits non raisonnables, on va dire. Donc il y a nécessité d'aller voir plus loin, d'aller acquérir de la donnée, d'aller acquérir du modèle, etc., pour faire réémerger des données qui, lorsqu'elles vont être fournies aux donneurs d'ordre ou aux preneurs de décision, quant à la gestion de la ressource, seront effectivement très importantes et attendues par nos décideurs. Le problème ensuite de la robotique en elle-même là-dedans, c'est que dans l'environnement karstique, c'est le contrôle non seulement du robot, il faut arriver à pouvoir piloter ce système dans des conditions viables pour l'opérateur, et pouvoir, dans la mesure du possible, assurer la récupération du système. Il y a eu de nombreuses expériences d'exploration karstique avec des robots, et il y a eu de nombreuses pertes de robots. Il y a notamment sur l'histoire de la fontaine de Vaucluse, où, à un moment donné, la fontaine s'est retrouvée chargée de 4 robots au fond, qu'il a fallu ensuite aller chercher avec des scaphandriers. Donc ils ont envoyé effectivement tous ces scaphandriers pour récupérer les épaves des robots, parce que l'environnement est compliqué. Un robot avec un câble dans un environnement aussi chaotique, le câble se coince, on perd le robot. Et puis s'il faut envoyer un plongeur pour récupérer le robot, c'est le principe même de la robotique autonome qui est remise en cause. Donc l'idée était de travailler sur cette thématique-là, comment assurer la navigation d'un système dans cet environnement hyper contraint, de manière, autant que faire se peut, d'assurer la récupération du système. Alors les enjeux que ça pose sont non seulement des enjeux en termes de robotique, c'est-à-dire d'automatique, d'intégration du système, d'architecture du système, d'architecture logicielle, d'architecture mécanique, etc. Mais aussi en termes de capteurs. Dans ces environnements hyper confinés, les capteurs acoustiques dont on dispose sont mal adaptés. Et c'est ce pourquoi on a ouvert aussi un chantier avec nos collègues de l'IES, qui sont spécialistes des capteurs, pour arriver à avoir des capteurs plus adaptés à ce milieu-là, ce qui nous permettrait d'avoir de la donnée, non seulement qui puisse être pertinente en termes d'acquisition de modèles pour la caractérisation de la ressource, mais aussi de manière à pouvoir exploiter ces données de façon à enrichir la capacité de navigation du robot. Et là se pose un problème fondamental pour la robotique, c'est que ces capteurs qu'on considère a priori pour l'instant comme ce qu'on appelle des capteurs de mission, c'est-à-dire des capteurs que le robot va transporter pour acquérir de la donnée qui sera utilisée par la suite, et bien maintenant ces capteurs de mission, il faut pouvoir les exploiter dans la boucle de commande. C'est-à-dire que le robot doit se centrer tout seul dans le kart, doit assurer sa propre sécurité, ça ne peut pas être en charge de l'opérateur. La téléopération d'un robot dans ces conditions-là est extrêmement compliquée, et ce qui engendre des limites en termes de capacité
d'atteignabilité, de capacité d'action du robot sur la longueur du gouffre. Donc il faut pouvoir exploiter ces données qui sont des données environnementales dans la boucle de commande. Et là se pose tout le problème de la fabrication du modèle en ligne, de l'exploitation de ce modèle et de son exploitabilité dans la boucle de commande, de la réduction de la taille de ce modèle, etc. Bref, des enjeux considérables et passionnants et très excitants. La preuve en est tous les gens qui m'accompagnent sur ce projet. Voilà, toutes ces thématiques scientifiques qui émergent autour de cette problématique d'exploration karstique, qui en plus, du point de vue sociétal, a un intérêt sans équivoque. Alors là-dessus, effectivement, on s'est dit, bon, ben, tout ceci c'est sur le papier, ça va nous permettre de faire des beaux dossiers pour lever des fonds, mais ensuite il va falloir y aller, il va falloir aller dans le gouffre, et on ne peut pas y aller seul, on ne mélange pas les compétences, quand bien même certains d'entre nous sont spéléo amateurs. Dans un cadre professionnel, il nous faut pouvoir se faire accompagner dans cette aventure par des spécialistes et des experts du domaine, d'où notre association avec Plongée Soute et l'équipe de Franck Vasseur et de Rémi, pour accompagner le robot, déjà faire des images, déjà avoir des retours d'expérience sur le comportement du robot dans le site, c'est-à-dire dans le karst. Et l'idéal eût été que nous plongions avec le robot pour pouvoir nous analyser le comportement du robot, mais à nouveau, dans ce cadre-là, il ne faut pas mélanger les compétences. Les compétences du plongeur sont de pouvoir naviguer de manière sécurisée dans ces réseaux karstiques. Et nous, on arrive en petit nouveau joueur avec notre robot. Et il faut que ce robot apprenne de la part des spécialistes du milieu, qui sont les membres de Plongée Soute. Donc je les remercie grandement de pouvoir nous offrir ce nouveau terrain de jeu sur lequel, de nous-mêmes, on n'aurait pas pu aller. Alors, le choix du gouffre de Gournay-Ras comme première expérimentation a été fait, bien sûr, en accord avec Franck Vasseur et puis les collègues de Plongée Soute, parce qu'il présente une particularité vachement intéressante pour nous, c'est qu'il a une grande cave d'entrée dans laquelle on peut retrouver des développements jusqu'à 15 à 20 mètres de diamètre. Les photos en témoignent. Et ensuite, on a un développement vertical sur 2,3 km, 2300 mètres, dans lequel on va se retrouver dans des boyaux de l'ordre de 2-3 mètres de diamètre, dans lesquels on va pouvoir tester notre système dans des conditions plus spécifiques. Le système qu'on a mis en œuvre, donc c'est le robot qu'on a développé au LIRM, qui s'appelle Ulysse, c'est un système hyper redondant à 12 moteurs, qui va utiliser donc ces capteurs environnementaux dont je parlais tout à l'heure, pour pouvoir assurer la sécurité du robot, qu'il puisse se centrer dans le conduit. Donc il a fallu, pour mettre en œuvre toute cette expérimentation, déjà amener tout le matériel sur le site. Et là, effectivement, malgré que ça puisse paraître complètement annexe par rapport aux objectifs scientifiques qu'on a, la maîtrise logistique et l'accessibilité du site est quelque chose d'extrêmement important. On peut développer des théories superbes en termes de recherche. Maintenant, la robotique a cette particularité qu'il faut que ces théories prennent corps à l'intérieur d'un robot qui soit dans un environnement réel, pour ce qui nous concerne, et qui montre et qui démontre l'efficacité de tous les travaux qu'on a fait. Donc il faut aller sur le site. Et là, transporter tout le matériel, c'est déjà compliqué, et il a fallu qu'on se démontre non seulement aux partenaires, mais aussi à nous-mêmes, qu'on était en mesure d'amener tout ce matériel sur le site. Bon, vu le matériel qu'apportent nos collègues spéléoplongeurs, entre les 6 et 8 mètres cubes de matériel que représente l'équipement de 6 à 8 plongeurs, nos 2 mètres cubes supplémentaires, ça ne leur a pas fait peur, et donc il a fallu qu'on amène tout ça sur place. Donc ça a été un peu épique, mais on est arrivé au bord du gouffre, et là on a mis en œuvre le robot, avec des satisfactions plus ou moins importantes, mais surtout, on a fait remonter tous les problèmes qu'on a rencontrés, certains dont on se doutait. Mais on est arrivé finalement, à acquérir ces informations pour pouvoir dresser une cartographie du gouffre, non seulement de la vasque d'entrée avec notre système robotisé, dans l'aspect nominal des choses, et par la suite, on a instrumenté un plongeur de scooter avec les capteurs du robot, de façon à ce que cette thématique qu'on défend en termes de recherche, qui sont les capteurs à mobilité contrôlée, dans le cas du scooter, la mobilité est contrôlée par le plongeur, qui assure
la conduite des capteurs dans le conduit. Donc les plongeurs, eux, sont expérimentés, assurent leur propre sécurité, etc. Et donc là, ça nous permettait d'acquérir de la donnée terrain fiable. Bien sûr, le prochain objectif, ce sera d'aller au-delà des capacités des plongeurs qui sont limitées pour des raisons physiologiques. Donc on a réussi à reconstruire ces modèles 3D. Et la prochaine fois, on ira plus loin avec notre système, on va corriger les problèmes qu'on a eus, des problèmes justement de capteurs dans cet environnement confiné, on perdait beaucoup de données. D'où la justification de développer des systèmes ad hoc, des systèmes spécifiques pour ces environnements-là. Et là, on attend effectivement les résultats déjà encourageants de nos collègues électroniciens de l'IES, Franck Augereau, Arnaud Vénat, avec David Andreu qui pilote l'affaire. Et prochaine émission, si tout va bien, janvier, sur un nouveau site choisi par nos collègues Spéléo, pour pouvoir tester les nouveaux algorithmes et éventuellement les nouveaux capteurs qu'on pourra mettre en œuvre sur notre système et faire une cartographie bien plus fine cette fois-ci et sur un développement bien plus long.